épisode 382, le dernier épisode de l'année 2022. On était en train de discuter, de papoter, de fêtes et autres. Bah oui, c'est la période des fêtes. On avait presque oublié de commencer à enregistrer. On se retrouve avec d'un côté David en direct de Bangkok. Salut David. Salut. Et de l'autre côté, nous avons Sébastien en direct de Lille. Et, c'est moins exotique. C'est peut-être moins exotique, mais voilà, c'est pour situer un petit peu les gens, les horaires aussi, hein, du coup, puisque David est en after. Je mets des guillemets. On est en période de fête. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors que nous, on n'est pas encore sortis. En gros, on sortira après, peut-être. Ok, bon bah écoutez, on a fait un petit live cette semaine, plutôt sympathique avec plein de gens. C'était bien rigolo. Vous pouvez le revoir ou le voir tout simplement si vous le désirez, et il est dans la playlist replay sur YouTube. Oui, parce que du coup c'est uniquement sur YouTube que vous pouvez revoir et voir d'ailleurs nos lives qu'on essaiera de faire plus régulièrement. Quoique j'ai regardé, on en a fait un chaque mois, alors avec plus ou moins de régularité sur le nombre de semaines, mais il y en a eu un au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, donc comme quoi on était plus régulier que je ne l'imaginais. Je pensais que ça avait été un peu plus chaotique que ça, mais non. Donc on va essayer quand même de fixer des rendez-vous pour l'année prochaine, comme ça on se retrouvera peut-être plus facilement aussi, parce que certains organisent leurs horaires en fonction des technos, paraît-il. Ils se disent si j'avais su, je serais venu. Et ben voilà, comme ça vous saurez peut-être. On est un abécédaire, vous le savez, c'est le principe. Nos camarades ont suivi l'actualité technologique tout au long de cette semaine et bon, ils ont collecté quelques-unes des informations qu'ils ont envie de partager avec vous. C'est une revue de presse sous forme d'abécédaire que nous entamons, si vous le voulez bien, si je retrouve le bouton, tout de suite, avec la lettre A. Tiens, il y avait longtemps. A comme Apple. C'est qui s'y colle pour parler d'Apple et de ce fameux processeur A16 à qui on aurait coupé les coucougnettes, si je comprends bien. C'est ça l'idée. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, je suis pas très fan de la marque à la pomme, mais bon, ici c'est un aspect plus technique. Donc je vais parler du processeur A16 Bionic qui équipe les iPhone 14 Pro, et apparemment il y avait des plans assez ambitieux, dont le support du ray tracing hardware et pas mal d'autres nouvelles avancées qui ont été mis apparemment à la trappe au dernier moment, et le design de la puce est retourné vers le design du Bionic A15 qui est la version précédente. Donc apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de remous au sein de Apple, et apparemment c'est un événement qui est sans précédent dans le département de développement de SoC, donc System on Chip, chez Apple. Il y a eu des licenciements, il y a eu des départs, il y a eu des procès, des employés ont quitté la boîte pour fonder des startups. En 2019, 3 ingénieurs d'Apple ont quitté pour fonder une société qui s'appelait Nuvia, qui a été rachetée par Qualcomm en 2021 pour 1,4 milliard de dollars. Il y a eu d'autres procès, par exemple la start-up Rivos, qui aurait détourné 40 ingénieurs de la société, ayant détourné des gigabytes de données confidentielles et de design de chips, de microprocesseurs. Voilà. Et donc, apparemment, il y aurait une perte de talent. Il y a des disputes interpersonnelles au sein de la société. Donc, ces procès avec des sociétés externes, des personnes clés qui ont été mises à des postes différents et qui ont été mises ailleurs. Donc, avec tout ça, les prototypes du A16 apparemment avaient des problèmes de chaleur et de puissance qui auraient diminué la vie des iPhones, et donc ils ont été obligés de castrer en quelque sorte la puce et de retourner vers un design précédent. Pour savoir, pour ce qui est du ray tracing hardware, parce que c'est la seule donnée vraiment qui transparaît à travers les articles, plusieurs autres puces ARM le propose déjà, dont le Snapdragon 8 génération 2 avec l'Adreno
le GPU Adreno 740 et l'Immortalis G715. Donc voilà. Donc c'est des choses qui arrivent aux entreprises, et j'imagine encore plus facilement, j'ai envie de dire, à des sociétés comme celle-là qui ont pignon sur rue. C'est des fuites de cerveau, c'est comment endiguer les fuites de cerveau, comment mettre aussi, d'un point de vue légal, les gens qui s'en vont sous une astreinte à ne pas divulguer des informations et ne pas les utiliser aussi à titre personnel, dans le sens où on ne peut pas quitter une entreprise normalement en créant une qui devient concurrente à un niveau quel qu'il soit de celle qui vous a employé précédemment. Tout dépend évidemment de ce que vous avez signé comme papier, comme contrat, etc. avec l'entreprise précédente. Et donc du coup, ça crée des tensions, on l'imagine, et ça peut conduire aussi, comme on le voit ici, à des problèmes beaucoup plus pratiques de conception, carrément. Qu'est-ce qu'il en pense, Sébastien, qui est dur, il a l'air dupitatif. J'espère que ça n'aura pas de conséquences long terme sur les roadmaps des produits. C'est pas la première fois qu'Apple passe à travers des crises comme ça. Il y a déjà eu des guerres. Non, moi j'ai pas pris l'apéritif. Il y a déjà eu des guerres en interne, des guerres politiques, notamment avec le retour de Steve Jobs. Ceux qui ont lu la biographie de Steve Jobs se souviennent de l'épisode création du Mac, création même de l'iPhone. C'était des clans contre clans quasiment au sein d'Apple. Donc voilà, l'histoire continue. Tant que ça n'impacte pas le client que nous sommes, enfin que je suis. Je veux pas inclure David dans ma phrase. Que nous sommes ou que je suis, voilà, c'est la vie des entreprises. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de savoir-faire technologique aussi. C'est normal qu'il y ait des gens qui partent et puis que les avocats d'Apple surveillent leur capital intellectuel, leurs brevets et font attention à ce qu'ils font. Connaissant Apple un tout petit peu, ils ne doivent pas être tendres non plus dans les contrats de travail des employés et les mesures des clauses de non-compétition, comme on appelle ça. Les mesures de rétorsion par la suite. Les attaques légales possibles derrière, à surveiller, à faire à suivre. En même temps, bon, là on en parle, c'est Apple, mais je pense que c'est le lot de toute entreprise technologique, quelle qu'elle soit, enfin, en tout cas bien gérée, c'est de ne pas laisser partir non seulement les cerveaux qui ont conçu, mais en plus de ça, les idées qui en sont sorties. Ces gens ont été payés par la société, donc voilà. Ok, bon, on prend bonne note que donc ce A16 ne sera pas vraiment un A16. Voilà. Mais c'est comme ça que voulez-vous. On attend avec impatience le A17, le A18, le A19, etc. C, la lettre C comme Cambridge Analytica, Sébastien, c'est Meta qui paye pour enterrer ce scandale qui date maintenant d'il y a quelques années. On avait presque oublié ce nom de Cambridge Analytica. Et j'ai même appris que la société était en faillite en préparant cette chronique. Donc Cambridge... Ouais, c'est ça, dans le contexte. La nouvelle, c'est qu'il y avait une class action, donc une action en collectif contre Meta, la maison mère de Facebook, intentée par les utilisateurs qui se jugeaient lésés par le scandale Cambridge Analytica, que je vais rappeler dans une seconde, et que, comme ça peut se faire aux États-Unis, dans le droit, c'est toujours un peu choquant en Europe, mais un accord a été trouvé entre les parties, et Meta décide de mettre la main au portefeuille et de payer 725 millions de dollars aux plaignants, un collectif de plusieurs milliers de plaignants. Alors Cambridge Analytica, c'est quoi ? C'est une société britannique experte dans l'étude des données, le traitement des données à grand volume, qui a été embauchée par l'équipe de campagne de Trump. Donc on parle des élections d'il y a 5 ans maintenant, si je compte bien, 2018, 2017, enfin oui, puisque ça fait 1 an que Biden est là, il y a eu 4 ans de Trump, 5 ans, et on parle de la campagne avant, donc entre 5 et 6 ans. Et donc Cambridge Analytica a été embauché par l'équipe de campagne de Trump pour collecter des données sur le pool de votants, donc sur les gens, les citoyens américains en âge de voter, pour pouvoir influencer la campagne. C'est de bonne guerre, il n'y a rien d'illégal là-dedans, c'est de la recherche, c'est de l'étude de marché, on dirait en marketing, apprendre à connaître sa cible, savoir qui il faut appeler, quel message il faut montrer à qui et quand pour les faire changer de vote, déterminer qui sont les indécis pour pouvoir amener le bon message au bon moment. Jusque-là, rien d'illégal. Et Cambridge Analytica, décidément, j'ai du mal avec ce nom-là,
développer une application Facebook. Vous vous souvenez, c'était un truc très à la mode il y a 5-6 ans, des applications Facebook. Les des développeurs pouvaient développer des applications Facebook. Il y avait plein de petits jeux, il y avait plein de quiz, etc. Mais chaque personne qui utilisait l'application Facebook acceptait, de fait, en ayant lu évidemment, comme chacun fait, les termes et conditions, acceptait de partager ses données personnelles avec Cambridge Analytica. Il y a que 270 000 personnes qui ont installé cette application, c'est pas beaucoup. Mais Facebook permettait à l'époque également à une application d'accéder non seulement aux données de l'utilisateur de l'application, mais également des amis de cet utilisateur. Et on a tous quelques centaines d'amis, enfin on est beaucoup à avoir quelques centaines d'amis, amis avec des guillemets évidemment sur Facebook, donc 270 000 multipliés par des centaines et des centaines, 85 millions d'Américains ont été profilés par Cambridge Analytica, savoir quels sont les articles sur lesquels ils font like, quels sont les groupes auxquels ils appartiennent, combien de temps ils passent sur Facebook, qu'est-ce qu'ils lisent via Facebook, etc. Et ça constitue une base de données énorme qui a permis de faire un profilage extrêmement fin de la population électorale. Et ce qui a permis, d'après de nombreux analystes politiques, à Trump de gagner cette élection en faisant retourner ou décider les indécis en dernier moment et grappiller les quelques pourcents qui ont fait la différence au terme de l'élection. Scandale évidemment quand tout ça est apparu dans la presse, scandale pour Facebook qui permettait via son système de Terms and Conditions et d'API de le faire. Il y avait la partie illégale là-dedans, c'était que si moi j'utilisais l'application Cambridge Analytica, a priori j'étais au courant. Légalement en tout cas j'étais au courant parce qu'il y a des Terms and Conditions que j'ai acceptés. Ok, on sait que personne ne les lit, mais contre celui qui a dit ok volontairement j'utilise cette application là, il n'y a pas grand chose à faire. En revanche, que les amis de mes amis commencent enfin que l'application puisse aller exploiter les données des amis, eux ils ont rien demandé, ils ont rien cliqué, ils ont rien approuvé et ça c'était parfaitement illégal. Depuis Facebook a sérieusement diminué la voilure sur les applications. Je comptais aller regarder mais j'ai une après-midi un peu chargée, je pense même plus qu'il soit possible de faire des applications ou en tout cas extrêmement restreintes par rapport à ce qu'il y avait avant. Moi j'en vois plus en tout cas, je sais pas si c'est moi qui ai fait le ménage chez moi, mais je vois plus les applications comme il y avait avant. Et ce système de pouvoir aller chercher des données d'amis n'est évidemment plus permis par les API de Facebook qui a fait son mea culpa suite à cette affaire et qui maintenant clôture l'affaire avec un chèque de 725 millions pour je sais plus combien de plaignants, enfin plusieurs dizaines de milliers de plaignants. Rappelons que la même méthode avait été utilisée par le clan du Brexit, du oui au Brexit. Là également, aller chercher, comme tu le disais très bien, les indécis et ensuite les cibler en les bombardant de messages à vocation publicitaire, mais qui ressemblaient surtout à des injonctions à voter pour le Brexit et souvent sous le couvert d'allégations, de n'importe quoi, qui est juste pour faire réagir les gens et de les forcer quelque part à prendre position en la faveur du Brexit. On voit avec le résultat que ça a donné évidemment. Et c'est pas les seuls exemples. Il y a eu d'autres cas comme ça, mais plus localisés, plus locaux, qu'on n'a pas relevés. Mais ce sont vraiment les deux grands événements, on va dire, qui ont été marqués par ce type de méthode. Donc on peut imaginer aussi qu'à terme des procès ou des relents de procès tournent aussi autour du Brexit finalement, puisqu'il n'y a pas de raison que dans le cas de l'élection de Trump il y ait des mouvements et qu'il n'y en ait pas dans d'autres cas. Ouais, c'est plus difficile, le droit anglais ne permet pas enfin pas de la même façon en tout cas les class action à l'américaine. Les Américains sont un peu plus procéduriers pour lancer des procès. Mais oui, pourquoi pas légalement. Ceci étant dit, maintenant plus personne n'est dupe. Donc il y a ça aussi. Même si je pense que les gens ne feront pas plus attention aujourd'hui qu'ils n'ont fait attention hier par rapport à ces méthodes particulières et un petit peu pas transparentes quoi du coup, puisque ce sont les amis des amis qui étaient ciblés. David, peut-être rapidement une petite idée, un petit commentaire par rapport à ce 725 millions, c'est assez, c'est pas beaucoup, c'est comment tu... Oui, millions, c'est 10 exponent 6, c'est ça? Non, mais en fait, ce genre de technique, ce n'est pas uniquement utilisé dans la politique, c'est également utilisé pour les manipulations de marché, la bourse, les crypto-monnaies et tout ça. Par contre, comme Sébastien le disait,
j'ai aussi remarqué que depuis un certain moment, Facebook ne me demande plus les droits d'accès à donner mes informations aux amis, les informations des amis, etc. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus fréquent. Donc, il y a possiblement quelque chose qui a changé. Ok, bon, écoutez, on continuera à suivre ces affaires-là. Alors, ce sera peut-être plus Facebook, demain ce sera peut-être Twitter. Allons regarder du côté d'Elon, par exemple, ou d'autres plateformes à venir, de nouvelles formes peut-être de ciblage politique ou, comme tu le disais, en business et également, de quoi tordre un petit peu la réalité, malheureusement. La lettre suivante, David, on va te redonner la parole pour parler de Huawei, puisque nous sommes à la lettre H, puisque Huawei se prépare à la technologie de gravure inférieure à 7 nanomètres. C'est bien ça. J'en ai abordé un peu le sujet hier pendant le live. Il faut savoir que Huawei a été agressivement attaqué par le gouvernement américain. Ils ont été interdits aux États-Unis. Il y a eu une bagarre, on va dire, entre les États-Unis et la Chine. Huawei était accusé d'espionnage et donc apparemment, Huawei a pas mal de brevets. Un autre article disait que les 2 dernières années, ils auraient touché plus d'argent des brevets qu'ils ont déposés que du reste. Et ici, ils ont déposé des brevets pour le développement de scanners EUV, donc c'est extrême UV, extrême ultraviolette, donc de la lumière avec une longueur d'onde de 13,5 nanomètres. Ce qui est très petit pour savoir. On parle d'ultraviolet à partir de en dessous de 405 nanomètres. Les ultraviolets C qui sont utilisés pour désinfecter sont à 265 nanomètres. Donc on est beaucoup plus petit en longueur d'onde. Et plus petite est la longueur d'onde, plus d'énergie il y a. Et ici, bon, c'est pas une question d'énergie, mais c'est une question de pouvoir graver des choses plus petites. Et donc, ces brevets vont pouvoir, ce sont des brevets qui décrivent toutes les techniques pour pouvoir produire l'équipement nécessaire pour pouvoir produire des microprocesseurs avec une technologie plus petite ou égale à 7 nanomètres, ce qui a été interdit d'exportation aux États-Unis vers la Chine. Maintenant, brevet, ça ne veut pas dire que le scanner est déjà existant, mais ça ouvre la porte à ce que la Chine puisse produire des semi-conducteurs à travers les restrictions des États-Unis. Ok. Et peut-être sans envahir Taïwan. Oui, c'est entre autres, oui. Ce qui est mieux. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. C'est un fait, c'est factuel, c'est une brève, j'ai envie de dire. Hein. L'article n'est pas très long d'ailleurs non plus. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Je ne sais pas si tu avais connaissance de cette technique-là, Sébastien. Je savais pas. Non, moi, c'est ma séquence auditeur. C'est là où je me tais et j'écoute et j'apprends. Pareil. Moi, c'est comme ça pendant toute l'heure. mais voilà, on apprend. C'est le but, c'est d'apprendre des trucs. Donc, on a appris un truc, c'est très très bien. On était à la lettre I comme iPhone, Sébastien. Quelqu'un a émulé un iPhone, iPhone OS 1.0. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi la méthode? C'est quoi? Enfin, tu vas nous expliquer, j'imagine. C'est beau, tout simplement. Ah voilà, d'accord. C'est pour l'amour du sport. C'est un Hollandais qui a beaucoup trop de temps, qui a du talent également. Si vous cherchez à engager des hackers bas niveau, allez jeter un coup d'œil sur le CV de ce monsieur-là. C'est un Hollandais qui s'est mis en tête d'utiliser QEMU, qui est une solution de virtualisation assez connue en open source, pour se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire booter un iOS sur QEMU et émuler un iPhone. Alors il y a plein de raisons pour pouvoir de vouloir émuler un iPhone. Il y a d'ailleurs une société qui vend ça, qui est en procès avec Apple, qui s'appelle Corellium, qui vend des solutions d'émulation d'iPhone. Ça peut être pour de la recherche, ça peut être pour tester simplement, pour pouvoir avoir des fermes de tests, parce qu'on a un émulateur d'iPhone sur son Mac quand on installe les outils de développement Apple, mais si on en a besoin de 10, 15, 20, avec des versions différentes, avec des tailles différentes d'écran,
d'écran et des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour les développeurs. Et donc ce monsieur-là a commencé à gratter QEMU et il a récupéré un firmware iOS 1.0. Donc à l'époque ça s'appelait iPhone OS 1.0. C'est assez facile à trouver sur des sites web. C'est pas légal évidemment, mais on peut télécharger le binaire donc c'est le truc qu'Apple distribuait à l'époque des mises à jour. C'est le firmware original signé par Apple. Et il a dû évidemment implémenter, virtualiser tout le matériel spécifique de l'iPhone, le représenter dans QEMU, que QEMU présente à ce firmware logiciel un matériel virtuel similaire à ce qu'il y avait sur l'iPhone à l'époque. Alors ça va assez bas, ça va dans différentes parties du CPU, des enclaves sécurisées pour les fonctions cryptographiques, évidemment les drivers qui permettent d'accéder aux disques entre guillemets, c'est pas des disques, ce sont des mémoires NAND et NOR, arrive à comprendre comment ça fonctionne, quel est le file system là-dessus. Il a dû recréer l'émulation pour le driver LCD, pour gérer le multitouch, arrive à comprendre comment ça fonctionne le multitouch, pour pouvoir l'émuler avec des clics de souris et des choses comme ça. Donc le monsieur a passé quand même beaucoup de temps au niveau assembleur, avec des débuggers, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et à redévelopper un par un les drivers, parce que tout ça est en closed source côté Apple, donc le hardware n'est pas documenté, le software n'est pas documenté, les sources ne sont pas disponibles, donc il faut vraiment il a bossé quoi le mec, c'est pas juste il a pas juste dézippé un truc quoi, c'est il a mis un peu plus d'1 an et il explique dans un blog post qui est passionnant. Je vous ai mis la news en français. La news en français, elle fait une demi-page. C'est juste, voilà, ça c'est la news. Puis il y a le blog post détaillé où il explique les différentes étapes, comment il a réussi d'abord à faire booter la bête. Un OS comme ça boot en plusieurs phases. Il y a d'abord un premier bootloader. Vous le savez si vous avez Linux qui va juste permettre de charger le système d'exploitation après. Sur l'iPhone, il y a une séquence de 3. Enfin, l'OS c'est le 3e de la chaîne comme ça. L'OS est compressé, il est chiffré par Apple, il a fallu arriver à le déchiffrer. Évidemment, il n'a pas les clés, il n'avait pas le matériel d'origine non plus, il n'avait pas un iPhone 1.0 sous la main. Donc c'est 1 an de projet pour arriver à ça. Pour le moment, il a iOS 1.0 qui fonctionne sur QEMU. Alors c'est assez marrant. D'abord, moi j'ai eu un iOS 1.0 en main, donc il y a séquence nostalgie, séquence vieux con, peu importe comment on l'appelle, où effectivement, je me souviens, c'était comme ça, on se souvient du look and feel, on se souvient que l'application YouTube était là préinstallée par défaut. Ça fait un peu bizarre maintenant quand on dit, mais sur les premières versions, il y a pas moyen. Ça fleurait bon aussi l'iPod Touch, hein. C'était le même design. C'était. C'était d'ailleurs l'iPod. C'était le même OS, non? Oui, ça va être le même OS, exactement. Il a repris, ils ont repris l'iPhone OS pour l'iPod Touch. Il n'y avait pas d'app à télécharger parce que iOS 1.0, il n'y avait pas d'App Store, c'est venu en 2.0. Donc la première version de l'app de iOS, vous aviez ça à point, c'est tout, c'est téléphone, SMS, YouTube, il y avait Safari, il y avait un calendrier, il y avait un carnet de contact et quelques applications comme ça. Je t'interromps 10 secondes, je suis sur la page donc de Martin De Vos, hein, le monsieur en question. Sur sa page GitHub et la petite vidéo de QEMU qui montre en haut à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Il est marqué iPod. Alors il explique ça pour 2 raisons. D'abord, pourquoi il a choisi iOS 1.0? Parce que selon lui, c'est le plus facile à hacker. Il y a beaucoup moins de mécanismes de sécurité dans 1.0 que ce qu'il y a eu dans tout après. Donc, il voulait commencer par un truc relativement simple et commencer sur 1.0. Et il est parti sur un hardware de iPod et pas sur un hardware de iPhone. Parce que dans un iPhone, en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est le cas maintenant, il y avait vraiment 2 ordinateurs. Il y avait l'ordinateur avec un CPU, la carte Wi-Fi, etc. Et puis, il y avait la partie téléphonie qui était une seconde carte mère avec un second chipset avec le modem, avec la carte SIM, le modem Qualcomm, etc. Et il aurait dû émuler tout ça aussi pour arriver à le faire booter. Et donc en partant d'un iPod Touch, il enlevait toute cette partie téléphonie dont il n'avait de toute façon pas besoin. Donc ça devient un iPod. Et voilà, donc quand je dis qu'il a émulé un iPhone, c'est incorrect, il a émulé un iPod Touch première génération avec iPhone OS. Donc voilà, ça sert à rien dans l'état où c'est pour le moment. Je pense pas que le monsieur arrivera un jour à faire tourner un iOS 14 sur à émuler des systèmes de dernière génération. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de moyens qu'un seul
être humain pour arriver à faire ça. Il faut une société avec des fonds massifs et des développeurs. D'ici là, Martin il aura trouvé du boulot. Donc, certainement, il peut créer sa boîte aussi. Mais je trouvais qu'intellectuellement, comme petit projet sur le côté, c'est assez intéressant et je suis toujours très impressionné par la compétence de ces développeurs. Voilà. David, impressionné ou pas par la compétence de... Oui, tout à fait. L'émulation, c'est un sujet qui me passionne assez fort. Et d'ailleurs, j'ai lu des articles cette semaine qui parlaient d'émulation. On lit ça assez régulièrement, des émulations de vieilles machines. Cette semaine-ci, je lisais une émulation de processeurs 6502, donc les processeurs qui équipaient les Commodore 64, les Apple 1 et 2. Et apparemment, il y a des émulations qui sont faites en fait sur des microcontrôleurs avec un petit PCB qui permet d'être pin compatible. Et donc, on peut avoir un vieil ordinateur dont le CPU est grillé, et donc on plug ça dedans. Le microcontrôleur fait l'émulation du processeur avec une précision au cycle d'horloge près. Ça veut dire que ces processeurs avaient, s'ils tournaient à X MHz, chaque instruction prenait autant de cycles horloge. Ça respecte ça totalement, et ça permet également de pouvoir débugger du vieux hardware et de pouvoir découvrir également des instructions cachées, non documentées. Ici également, et pour une personne faire ce travail-là, je vais dire chapeau. Sinon, petit mot à côté. J'ai eu un produit Apple dans ma vie, j'en suis désolé, et c'était un iPod Touch version 1. Donc, je suis touché par l'émulation ici parce que c'est un produit que j'ai eu dans les mains, et c'est le seul produit Apple que je connais vraiment. Et moi, je l'ai trouvé. Pas vraiment. Moi, on m'a cambriolé, on me l'a volé. Mais j'ai juste encore une station d'accueil de marque Sony d'ailleurs, parce que c'était encore le connecteur 30 broches qui a disparu il y a peu de temps finalement. Et donc c'était pratique parce que je pouvais écouter sur des enceintes ma musique directement. Enfin, je passe les détails. Encore une séquence vieux con, mais on va vite passer à la suite parce que sinon, voilà. La suite, c'est la lettre L comme LastPass. Ça, c'était dans l'actualité de cette semaine. David, comme le reste d'ailleurs, mais ça remontait un petit peu parce que du coup tous les utilisateurs de cet outil LastPass, tout le monde s'est un petit peu inquiété, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on s'est inquiété à juste titre? C'est ce que tu vas nous expliquer ou pas, David? Je pense que plus ou moins oui, en résumé. Voilà. C'est fini. Non, je rigole. Donc voilà, on en a parlé il y a quelques épisodes. Donc on a parlé de LastPass et de ce hack où il y a eu un compte développeur qui aurait été compromis. Donc LastPass avait annoncé qu'il n'y avait pas de souci à se faire, que c'était juste un compte développeur et qu'il y avait juste des données partielles qui avaient été compromises, des données développement sans importance. Apparemment, après, ils ont avoué que le hacker avait un accès persistant, donc un accès qui reste pour impersoner le développeur en question, même avec un facteur d'authentification à 2 niveaux. Donc, ça veut dire rentrer un mot de passe, par exemple, avoir un SMS après et rentrer le code, parce que un two-factor authentification, comme on dit en anglais, parfois on fait l'authentification que pour le login initial. Parfois, après l'identification, on crée un token qui donne un accès à des outils automatiques, ou alors on ne le fait qu'au premier login sur un appareil. Apparemment ici, ils ont eu un accès persistant qui permettait d'impersoner le développeur. À chaque fois que le développeur faisait son accès, apparemment c'est un trojan sur l'ordinateur du développeur qui aurait été installé. D'accord. Et donc ils ont un accès persistant. En août, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de preuve que l'incident ait impliqué aucune donnée personnelle des clients, ni les coffres-forts de mots de passe.
Je pense que c'était là où on en était quand on en a parlé la dernière fois. Ils ont annoncé en septembre que leur système de sécurité a empêché l'accès à des données personnelles et à quelques données clients et mots de passe. En novembre, ils ont annoncé que apparemment les hackers auraient quand même réussi à avoir accès à quelques données clients, mais pas les coffres-forts de mots de passe. Et là, apparemment, ils avouent finalement que les hackers ont réussi à obtenir une copie totale d'un backup des coffres-forts de mots de passe des clients. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, qui a été annoncée en milieu de semaine, c'est que, ces coffres-forts sont encryptés et ils annonçaient qu'il fallait 1 million d'années pour pouvoir craquer le mot de passe maître, pour craquer ces coffres-forts de mots de passe. Maintenant, certaines sociétés de sécurité on réagit à ça et on dit non, pas 1 million d'années, parce que LastPass avait annoncé un standard à 12 caractères pour les mots de passe, je pense que c'était en 2018 ou 2019, mais ils acceptent toujours des mots de passe à 8 caractères. Donc avec une attaque dictionnaire, parce qu'il faut savoir que l'être humain ne va pas créer des mots de passe totalement aléatoires, sauf si c'est créé ou généré par un software informatique, et donc statistiquement il y a moyen de très fortement réduire le nombre d'essais avant de trouver des mots de passe. Et donc ils disent ils vont peut-être pas réussir à craquer tous les mots de passe, mais sur la quantité de coffres-forts de mots de passe qu'ils ont réussi à voler, c'est inévitable qu'ils vont réussir à en craquer un certain nombre. Et donc voilà, c'est assez inquiétant, je trouve. Ouais, mais tout aspect, toute problématique de sécurité, c'est chaque fois inquiétante, et on n'a de cesse de répéter. Et même nous, il faut le reconnaître aussi, on fait aussi des erreurs simplement par fainéantise quand on choisit un mot de passe, d'essayer de trouver quelque chose qu'on va retenir. Et il faut justement éviter des choses qui se retiennent trop facilement. Finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est que éviter d'utiliser des mots qui sont dans le dictionnaire, par exemple, ou des suites de chiffres qui ont une certaine logique, comme des dates. Toutes ces éléments-là font que ça va être plus facile à craquer. Le fait que ce soit craqué à un moment donné, c'est indéniable, ça arrivera un jour ou l'autre, mais autant que ce soit le plus tard possible. Et c'est un peu comme pour quand on veut bloquer sa maison pour éviter de se faire cambrioler. C'est très bien qu'un cambrioleur bien décidé arrivera à rentrer, quitte à casser un mur pour rentrer. L'essentiel, c'est qu'il puisse pas le casser en 10 secondes, que ça lui prenne beaucoup de temps pour qu'on puisse tomber dessus éventuellement avant qu'il n'ait réussi son ouvrage. Je voyais le doigt de Sébastien se lever. Oui, parce que surtout le mot de passe dont on parle là, c'est son master password, c'est celui qui sert à créer la clé d'encryption qui servira à chiffrer votre coffre-fort, donc ce fichier qui contient tous vos autres mots de passe. Donc il doit être super costaud et il faut le changer souvent. Et c'est vrai que même s'il y a 12 caractères, les hackers vont pas chercher au hasard une combinaison de 12 caractères, ils vont commencer par des dictionnaires avec des suites de mots, de chiffres qui peuvent avoir du sens. À ce sujet-là, je lisais un article aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin même, sur le blog de 1Password, qui est une société concurrente de LastPass, où de façon pas très fair-play, il parlait nommément de ce hack côté LastPass, en disant que la sécurité de LastPass pour ça était moins bien que la leur, ce qui est possible. Je veux pas juger de l'aspect cryptographique, mais j'étais un peu surpris, pour pas dire choqué, de l'aspect frontal à aller tracher la compétition dans un moment difficile, ou là où plutôt on devrait se tenir les coudes. En gros, ce que LastPass fait selon 1Password, j'ai pas été vérifié, c'est qu'ils utilisent une fonction de dérivation de clés. Donc ils partent du mot de passe, ils appliquent une fonction qui s'appelle Password Based Key Derivation Function, PBKDFS2, et ils l'appliquent plus de 100 000 fois
et au final, on a une clé qui sert après à chiffrer. Et ce que 1Password dit, nous, on utilise votre mot de passe et la même fonction de dérivation de clé, mais en plus, on injecte une clé secrète qui est uniquement sur votre machine à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est pas uniquement votre mot de passe, il y a aussi un autre truc de 128 bits aléatoire généré sur votre machine, qui reste sur votre machine, qui est jamais stocké dans le cloud. Et c'est la combinaison des deux qu'il faut arriver à hacker pour trouver la clé de chiffrement de votre password. Et donc, chez nous, ça peut pas arriver. Ceux qui disent, au fait, cet article aurait été passionnant s'il mentionnait pas l'ASPAS, s'il n'avait pas été publié là maintenant, parce que techniquement j'ai tendance à les croire, mais je trouvais un peu pas fair play de taper sur la juste pour signaler, parce que j'utilise les services de 1Password en ce qui me concerne, oui, moi aussi. Et la clé elle est à deux endroits, sur la machine sur laquelle tu utilises 1Password, ou les machines sur lesquelles tu utilises 1Password, et éventuellement aussi sur un papier, puisqu'il t'invite à l'imprimer, cette clé, pour la stocker quelque part. Donc il reste toujours cette possibilité du malandrin qui viendrait chez toi te piquer le papier. Ouais, mais là, c'est comme tu dis, si c'est la NSA qui est derrière toi, bon, de toute façon, il y a peu de choses à faire, il y a quelqu'un qui rentrera, etc. Si c'est un papier chez toi et que leur truc se fait voler, parce que mon store, mon coffre-fort, comme on les appelle, et le tien aussi probablement, est aussi dans le cloud côté 1Password, c'est ça qui fait qu'on peut synchroniser entre nos machines et avoir accès à nos passwords de toutes les machines. S'ils se font voler ça, la clé chez moi, elle est toujours chez moi, sur mon papier chez moi. Il y a très peu de chances qu'un hacker, peu importe la nationalité, arrive à prendre la feuille de papier. Évidemment, s'ils en ont après moi spécifiquement, ils viendront piquer ma feuille de papier, mais bon, là, j'ai d'autres problèmes probablement à régler. Oui, c'est ça, c'est de serrure, par exemple, ou de mur, comme je le disais. Ok, bon, ben voilà, si vous avez utilisé les services de l'un ou l'autre de ces systèmes de coffre-fort à password, vous voilà prévenus. Il y avait aussi, je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai pas les détails en tête, mais je pense qu'il y a Okta également, qui est une société qui fait le même type de job, mais plus dans l'idée de faire justement de la connexion. Okta, c'est du single sign-on, donc c'est un répertoire d'identité, c'est un peu comme un Active Directory d'entreprise, mais chez Okta, et plutôt que s'authentifier sur 15 000 applications au sein de votre entreprise, vous allez vous authentifier une fois chez Okta, et puis ils vous redirigent avec un token. Et là aussi, manifestement, il y a des fuites cette semaine, d'après ce que j'ai pu lire. Il ne faut pas que ce mot de passe-là fuite, puisque ça donne accès par single sign-on à tout le reste, forcément. Oui, c'est ça, c'est un petit peu gênant, quoi. Donc, voilà. Bon. Sinon, pour ajouter un petit truc, pour ce qui est d'avoir des mots de passe en ligne, 8 caractères, c'est absolument insuffisant. Donc, ça, c'est pour les auditeurs, parce que un mot de passe concret, on a peut-être l'impression d'avoir un mot de passe très compliqué, mais le cerveau humain n'est pas capable de créer des mots de passe il va toujours se raccrocher à quelque chose inhumain. Et il y a des modèles du profiling et 12 caractères, c'est même un petit peu limite. Moi, par exemple, mes mots de passe importants sont sur 16 caractères. Et il se lève 1 heure plus tôt pour commencer à travailler parce que... Non, justement, quand on utilise un LastPassword ou un 1Password ou des choses comme ça, il les génère automatiquement. Tous mes mots de passe sont 16 caractères, majuscules, minuscules, machin, mais ils sont générés automatiquement par ces outils-là. Le seul que je retiens, c'est mon master password qui, lui, j'avoue, n'est pas aussi compliqué que les passwords que je génère. C'est un peu le même problème, c'est que on est pointu sur les services sur lesquels on veut se connecter, mais par contre, le service, quelque part, maître, là, on dit, 1, 2, 3, 4, c'est bon, allez, hop. Mais non, pour donner un petit conseil, parce que pas mal de personnes utilisent au fil du temps des mots de passe différents. Ben en fait, si c'est un petit peu compliqué à trouver un mot de passe très long, ben il suffit d'avoir 2 mots de passe séparés et les mettre à un côté de l'autre. Oui, et donc 2 mots de passe de 8 caractères, ça fait 16 caractères et ça augmente la sécurité très significativement. Donc pour toute personne qui nous écoute, voilà, ça c'est un petit truc tout simple. Il paraît. Alors j'avais lu ça, je sais pas si c'était cette année, parce que pendant notre live, on a fait un petit peu le tour des technologies qui avaient marqué l'année 2022, et je ne pense pas que ce soit une news de 2022, je pense même que c'était avant. Il paraît que changer régulièrement de mot de passe ne sert pas à grand chose, parce que c'est justement ça incite à faire un mot de passe facile à utiliser, tandis que faire un mot de passe très complexe qu'on va devoir apprendre et posséder dans sa tête et ne plus jamais l'oublier, il
sera plus difficile à craquer, et nous, on ne l'oubliera pas parce qu'on n'en aura qu'un à retenir. Tout ça pour dire que voilà, tout ça c'est de la psychologie aussi, ça dépasse même nos compétences technologiques, j'ai envie de dire. On peut passer à la lettre S comme Stockholm. Pourquoi donc Stockholm, Sébastien? Les citoyens prennent le relais à Stockholm, me dis-tu, dans le sous-titre de ce... C'est un beau conte de Noël. Allumez la cheminée, venez vous rassembler autour de Papy Sébastien qui va vous raconter une histoire. Il y a quelques années, la ville de Stockholm, enfin je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr du nom de l'administration, enfin une autorité administrative autour de Stockholm, qui est la capitale de la Suède, je vous le rappelle, décide de lancer une application pour le monde de l'enseignement, donc une application à destination des étudiants, plutôt école primaire, secondaire, des enseignants, des parents. Ça permet de gérer l'agenda, d'avoir ses notes, d'avoir les changements d'agenda, d'avoir le menu de la cantine. Enfin, vous voyez, la vie vraiment quotidienne de l'école. Et cette application est une catastrophe. Ça marche pas. Il y a 5 sociétés de consulting différentes qui ont collaboré à cette application. Un contrat de je sais plus combien, 200 millions de krones, si je me souviens bien. Faudrait que je zappe un peu dans les articles. Vous allez retrouver les chiffres exacts. Oui, c'est ça, 117 millions de dollars. Donc 1 milliard de krones pour arriver à développer cette application qui est un désastre. 1.2, le star rating sur l'App Store d'Android, le Google Play Store. Et donc les parents en ont un peu marre, ça devient un recurring joke. Il y a même une enquête administrative qui est faite pour comprendre comment il y a eu un tel désastre. Et un papa qui en a particulièrement marre commence à regarder comment fonctionne cette application et il voit qu'il y a effectivement une API derrière cette application que l'application appelle pour obtenir les données. Et il se dit moi je vais redévelopper cette application en consommant la même API. Et donc en passant quelques heures de hacking, il arrive à trouver comment fonctionne le système d'authentification qui passe, tu parlais d'Okta tout à l'heure, ça tombe bien, qui passe par un système d'authentification du gouvernement suédois, tout à fait documenté, public, ouvert. Il comprend le système de token qui utilise des systèmes standards. Il redéveloppe lui-même le squelette d'une application qui appelle les mêmes API, donc le même back-end que l'application officielle, donc il consomme les mêmes sources de données. Il commence à en parler, il publie le code source en open source, il y a d'autres parents qui se rallient, des développeurs, mais pas que, des UX designers, des avocats. Je vais venir aux avocats dans un moment. Bref, le truc prend de l'ampleur et commence à être utilisé par des dizaines de milliers d'autres parents, ce qui commence à irriter un peu la ville, ou l'entité en tout cas administrative qui est en charge de cette application-là. Et il commence par un peu ennuyer le développeur en changeant les API, en changeant la manière dont les choses fonctionnent pour casser l'application open source. Mais évidemment, avec la force de frappe de plusieurs développeurs open source, ils arrivent toujours à corriger et à relancer, etc. Puis ils vont par la voie légale, ils portent plainte pour utilisation abusive de données ou illégale de données. Ils estiment qu'il y a un risque que cette application extrait des données de système de l'État suédois et pourrait les envoyer ailleurs. Ils n'ont pas de preuves à ce moment-là, pourrait les exploiter de façon malicieuse. Donc il y a une enquête de police. La police débarque un matin à la porte du brave papa en question et il est interrogé, amené au poste de police. Les autorités suédoises lui demandent des centaines de milliers de krones, de couronnes suédoises de dommages et intérêts, d'où l'intérêt d'avoir des avocats dans la partie open source, dans la partie projet open source également. Enfin, je vais pas faire toute l'histoire, elle est très longue à lire sur le site de Wired.com qui a sorti l'affaire. Ça prend plusieurs années, mais finalement, ils arrivent, quand je dis plusieurs années, c'est 2 ans à peu près, depuis 2020 jusqu'à maintenant, finalement, ils arrivent à un accord. La haute autorité de certification de validation des données, donc l'équivalent de la CNIL en France, a fait une analyse indépendante du code source et dit non, cette application est réglo. Elle consomme des données qui sont accessibles publiquement à tout le monde, donc il n'y a pas d'exploitation malicieuse des données. La police arrive à la même conclusion, donc laisse tomber toutes les charges envers le collectif de parents qui a développé l'application open source. Et finalement, la ville de Stockholm, ou l'organisme qui a développé cette application, est en cours pour le moment de négocier un deal de licence pour acheter une licence pour pouvoir redire
distribuer cette application et que ça devienne la version officielle de l'application. Moralité de l'histoire, n'essayez pas de développer des applications en mode consortium, adjudication publique, appel d'offres, etc. Impliquez les gens qui vivent, qui utilisent l'application tous les jours, les parents, les enseignants, les enfants eux-mêmes, et puis publiez vos données. S'il y a une API, l'application suivra. S'il y a une API qui est publique, qui est ouverte, qui est documentée, si les données sont là, une ou plusieurs bonnes applications suivront, plusieurs applications probablement, et dans le paquet des plusieurs, il y en aura certainement une bonne qui sera adoptée par la communauté. Donc très jolie histoire de la puissance de l'open source, de la puissance du reverse engineering, malheureusement des administrations publiques qui essayent de mettre des bâtons dans les roues quand il y a quelque chose de bien qui se passe, qui n'arrivent pas à identifier, mais une histoire qui se termine bien, et j'étais même étonné un peu, parce que je connais des administrations beaucoup plus près d'ici, qui ne reconnaîtraient jamais leur erreur et qui persisteraient en disant c'est notre application officielle et c'est la seule qui peut y avoir, point, oui. On ferme le reste. Donc une belle histoire. C'est aussi, il faut le reconnaître, Sébastien, c'est qu'en matière de technologie, et depuis le temps qu'on fait des podcasts, on s'en rend compte aussi, on tombe toujours sur quelqu'un qui sait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un moment où tu vas tomber sur... Alors, même si c'est pas mieux, hein, mais c'est juste... Voilà, le principe, c'est ça, c'est le principe. Il y a comme dans tout, je pense, mais en matière de technologie, moi, je l'ai constaté, chaque fois qu'on parle de quelque chose, d'un point, on va toujours tomber sur quelqu'un qui sait mieux. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Et donc, je pense que certains développeurs et certaines administrations se sont un peu, à tort ou à raison, blindés contre ce genre d'avis, en disant, si on a fait ce choix, et fort de ce choix, si on a fait ce choix, c'est que c'était le bon, hein, et on va se fermer de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, malheureusement, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que le postulat de départ n'est peut-être pas le bon, c'était peut-être pas le bon choix, c'était peut-être pas la bonne boîte qui a été mandatée, c'est peut-être pas les bons développeurs, c'était voilà, et c'est ça, c'est là tout le problème, c'est le point de départ de la réflexion qui souvent pose le problème, parce qu'il ne devrait pas y avoir en fait des gens qui ont été payés pour faire un truc, qui ont mal fait le job et que d'autres sur leur temps libre remettre les trucs droits derrière. Ça, c'est pas la méthode la plus efficace, a priori. C'est pas normal, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'en pense David, rapidement, peut-être? Bah, c'est une histoire très positive, je trouve, parce que les systèmes client-serveur, quand il y a un API qui est public, c'est inévitable qu'il y a des personnes qui vont essayer de faire mieux si l'application fonctionne pas très bien, et en général ça se passe pas très bien, il y a des procès derrière et c'est généralement mal accepté. Donc ici je trouve ça positif. Finalement, ça finit bien, que ça serve de leçon peut-être à d'autres, comme tu le disais, Sébastien. On passe à la lettre T comme Twitter, parce que là aussi, il y a des soucis. On vous a déjà parlé de l'épisode Elon, etc., etc. Et ça, c'est peut-être un effet de bord, justement, de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. 400 millions de comptes utilisateurs qui auraient été volés, David. Voilà, donc 400 millions de comptes utilisateurs de Twitter auraient été volés. Donc un hacker qui s'appelle Ryushi aurait annoncé qu'il a réussi à voler 400 millions de comptes Twitter, dont les informations personnelles qui comprennent les numéros de téléphone et les adresses e-mail, entre autres de personnes célèbres, de personnes politiques, et il a il a donné un échantillon de 1000 comptes avec les données pour prouver qu'il avait bien les données entre les mains. Alors apparemment la société d'intelligence de cybersécurité Hudson Rock annonce ça comme étant une menace crédible, parce que bon un hacker qui prétend avoir 400 millions de comptes Twitter et qui en donne 1000 en exemple, qui est-ce qui dit qu'il a que ces 1000 là ou qu'il a vraiment tout? Ouais. Mais apparemment, c'est assez sérieux, et en fin de soirée aujourd'hui, juste avant l'enregistrement, apparemment l'ex-premier ministre australien ferait partie du hack, pas mal d'autres personnalités également, donc dans l'échantillon.
Et c'est extrêmement inquiétant parce que numéro de téléphone personnel et adresse email, il faut savoir que quand c'est des personnes politiques, ce sont des numéros de téléphone qui sont des numéros non documentés, donc des numéros qui font partie, comment on appelle ça, des numéros comme on disait dans le passé, des numéros qui sont pas dans le bottin téléphonique. Des numéros privés, on disait oui. Privés, voilà. Et donc, voilà, il a annoncé sur le forum là qu'il a ces données-là entre les mains, et il appelle évidemment Twitter à lui payer une jolie rançon en disant, en avançant que il s'expose à avoir des amendes très salées du GDPR parce que Facebook a eu une brèche de sécurité il y a un certain temps où ils ont été condamnés, ils ont dû payer une amende salée et donc voilà, il y a une loi derrière. Si les données sont divulguées réellement, il va y avoir des amendes qui vont tomber sur Twitter. C'est pas bon pour Elon tout ça. Je vous le dis, 2023 ça risque d'être problématique à un moment donné. Il va se passer des trucs de ce côté-là. On a parlé des problèmes de sécurité, il y en a partout. Genre, on le voyait encore cette semaine en Belgique, le secteur bancaire touchait également des listes de clients qui ont circulé sur le dark web quelques instants. Et là aussi, c'est vendu par paquet de lignes, par je sais pas combien de lignes dans le tableau. Et manifestement, tout n'a pas été vendu, et si ça a été vendu, c'était très soudain, et voilà, on se doute que c'est utilisé essentiellement pour faire de l'hameçonnage, parce que on ne sait pas entrer dans les infos, on ne sait pas communiquer avec les personnes en question d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est juste une question de se faire passer pour un malandrin, pour un copain, alors qu'on est un malandrin. Voilà, j'y arriverai. Vas-y. Pour être pour la défense de Elon, personnellement, je pense que ça n'a rien à voir avec la saga qui s'est passée récemment. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait indépendant. Apparemment, le hacker a réussi à accéder à une faille d'API. Où il a réussi à faire des recherches et pouvoir obtenir, on va dire, des recherches en wildcard. Donc, une recherche, normalement, on doit donner un terme de recherche, et apparemment ici, il a réussi à faire des recherches entre guillemets vides, qui a permis de sortir des données et des profils. Et c'est probablement un problème qui date antérieurement au rachat de Twitter. Donc, personnellement, je pense que ici il est innocent, et toute société qui a une grande quantité de données s'expose à être activement attaquée par des hackers, parce que quand il y a un tel nombre de comptes et un tel nombre de données, et savoir que Twitter aujourd'hui est un outil politique déjà depuis quelques années, comme on l'a vu avec l'administration Trump et tout ça, c'est un outil très politique, et donc il y a vraiment un enjeu pour les hackers de mettre l'effort qu'il faut pour arriver à percer et à voler les données. Le rapprochement, on va dire, avec l'affaire Musk, on appelons ça comme ça, c'était dû aussi au fait qu'il a licencié quand même beaucoup de monde parmi les développeurs et parmi les gens qui sont censés, entre guillemets, faire du contrôle sur ce type de problématique, et que donc forcément on fait le rapprochement entre les deux en disant ils ont laissé les portes ouvertes en partant, quoi. En gros, c'était un petit peu ça qui circulait comme information. Ceci dit, si cette faille était existante déjà auparavant, ça fait partie, entre guillemets, des aléas et des risques encourus par ce type de plateforme, effectivement. Je ne sais pas si Sébastien avait un petit truc à rajouter là-dessus ou pas, c'est comme tu veux. Non, la concordance des dates serait intéressante à étudier. Est-ce que quand s'est passé le hack, c'est pas au moment où il le dit, et ça s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, à voir. Mais je me disais que dans tout le bruit, non, en fait, je pensais à autre chose pendant que je t'écoutais, David, c'est dans tout le bruit Elon Musk de Twitter qu'il y a eu cette semaine, des semaines. Je l'ai même pas entendu, celle-là.
Je l'ai loupé. On entend parler sur tous les jours et j'ai tendance à zapper maintenant quand c'est Twitter. Mais je suis d'accord avec toi parce que en fait, ça paraissait être une news un peu commune parce qu'il y a tellement de fuites, comme je le disais, d'informations, de fichiers qui partent dans la nature. Je parlais du secteur bancaire en Belgique. Il y a plusieurs niveaux, soit par hacking, soit par malveillance d'un ancien employé pour une certaine banque en Belgique, par exemple, qui est parti avec un portefeuille de clients sous le bras. Bon, ben voilà, c'est des choses qui peuvent se produire. Tout ça, ça fait aussi du bruit. Et donc, quand on voit ça, on fait un peu 400 millions seulement. Nous, on milliards, monsieur. On en parlait hier pendant le live, des événements qui ont marqué 2022. On n'a pas abordé ce sujet-là, mais c'est un sujet, les rançons et les hacks, c'est quelque chose qui a été, je trouve, qui a été tellement commun cette année-ci qu'on n'y fait même plus attention. Et à un tel point, et je te rejoins complètement David, c'est que on en parle peu, mais quand on fait nos choix d'actualité et qu'on voit que certaines actualités deviennent un petit peu trop redondantes, on se dit oh là là, les technos, c'est pas un podcast où on ne parle que de sécurité informatique. On peut le dire, un peu lever le pied dessus sur ce genre d'informations aussi. Il faut le reconnaître parce qu'on a encore nous le choix entre guillemets des sujets qu'on aborde. On n'a pas d'obligation, on n'est pas un service public, on n'a pas d'obligation d'informer le public sur toutes les news. D'ailleurs, on ne le revendique pas, mais en se disant quand même pour essayer d'équilibrer le type d'informations qu'on diffuse dans notre podcast, on va essayer d'un petit peu en moins en parler parce qu'il y en a trop. Sinon, ça devient de semaine en semaine. On pourrait faire que ça, quasiment sur l'année 2022, t'as raison David, on aurait pu quasiment faire la moitié de nos épisodes uniquement sur des problèmes de sécurité. Il y aurait eu des choses à dire, ça aurait été redondant parce que c'était chaque fois aussi, c'était juste le chiffre qui changeait peut-être, ou la société impactée et autres, ou le pays impacté, mais sinon c'était chaque fois le même type de problématique, quoi, on peut dire ça comme ça. On a fait le tour de Twitter et de cette problématique-là. Donc on peut passer à la lettre Z comme 0D et justement, tiens, ça c'est une news. Sébastien, on a commencé à enregistrer. On peut en parler de ça ou pas finalement on a rouvert les vannes sur les problèmes de sécurité. Bah oui, on peut en fin d'année. On peut en espérant que l'année prochaine sera d'un meilleur... de meilleur augure entre guillemets pour toutes ces questions-là. J'ai un petit doute quand même sur cette question. On a découvert une faille dans Linux finalement parce qu'on pense que Linux c'est un peu protégé, non? Enfin, en général, il y a peu de problèmes avec Linux. Est-ce qu'il rend plus secure? C'est qu'il y a plein de gens qui regardent le code source et donc ils trouvent des failles. Là, quand on peut pas regarder le code source, on les trouve pas. Il faut attendre que l'éditeur veuille bien communiquer. Oui, non, pendant que tu faisais ton live sur les failles de sécurité, je me dis tiens, moi je viens aussi avec un sujet de sécurité juste après. Mais il y a une réflexion philosophique derrière de design et d'architecture de système d'exploitation, ce qui me permettra de terminer quand même en élevant le débat et juste pas vous compter encore une faille de sécurité. Ici, on parle du kernel 5.15 et du module qui accepte les connexions Samba. Donc, c'est le module kernel qui s'appelle KSMBD. SMB comme Samba, D comme daemon parce qu'il tourne en permanence et K comme kernel. Samba, c'est ce protocole open source qui réimplémente, pour faire court, le protocole de partage de fichiers de Windows. Donc, en gros, c'est ce qui permet à une machine Windows de se connecter à un serveur Linux pour accéder à des disques partagés, à des fichiers partagés. Historiquement, c'est un point faible de Linux. Samba est considéré comme une passoire en matière de sécurité. Ça s'était amélioré ces derniers temps, puis Samba 3 notamment. Mais voilà que Samba refait son apparition. Donc si vous avez Samba qui tourne sous un kernel 5.15 ou après, faites attention, il faut patcher votre système parce que la faille est exploitée, elle est connue. Donc méfiez-vous, c'est surtout des serveurs plutôt Ubuntu qui sont impactés. Red Hat dit qu'ils ne sont pas impactés parce qu'ils n'utilisent pas le kernel 5.15 et souvent sur les serveurs ce daemon, donc cette pièce de logiciel est désactivée, elle n'est pas activée par défaut, il faut que vous l'activiez
proactivement pour faire du partage de fichiers. Est-ce que c'est un risque pour vos machines à la maison? Non, pas trop. Est-ce que c'est un risque en entreprise? Oui, quand même. Surtout si vos machines sont exposées sur Internet. Mais enfin, en principe, un serveur de fichiers, on ne le met pas sur Internet. Mais vous savez, mon bon monsieur, dans ma vie, j'en ai vu tellement des choses que plus rien ne m'étonne et on va en trouver. Quelle est la touche philosophique là-dedans? En lisant cet article, je me souvenais d'un vieux débat il y a une bonne vingtaine d'années, au début de Linux, entre Monsieur Tannenbaum, professeur d'université, j'ai oublié son prénom, André, je crois, Tannenbaum, et le petit étudiant à l'époque, Linus Torvald, qui avait fait Linux, sur le design des systèmes d'exploitation. Est-ce qu'il faut faire un kernel, un macro-kernel ou un micro-kernel? Donc en gros, est-ce qu'il faut que le système d'exploitation, le kernel, c'est cette partie du système d'exploitation qui va gérer les périphériques, qui va gérer les process, donner du temps à un process, à un autre, gérer les interruptions entre process, etc. Donc c'est allouer la mémoire, notamment réclamer la mémoire. Donc c'est vraiment le noyau, d'où le nom kernel, noyau en anglais, d'un système d'exploitation. Et les deux philosophies d'architecture s'opposent en disant est-ce qu'il vaut mieux avoir un kernel microscopique qui délègue à d'autres applications qui, elles, tournent avec des privilèges utilisateurs et pas dans ce mode privilège spécifique du kernel où j'ai le droit de tout faire, pour passer le moins de temps possible dans le kernel et le plus de temps possible dans ce qu'on appelle le userland, donc les process qui tournent sous le nom des utilisateurs. Ça, c'était l'avis de Tannenbaum, et l'avis de Torvald s'était dit non, pour des questions de performance, moi je préfère un macro-kernel, donc un kernel qui fait tout, où les drivers sont dans le kernel, le driver disk, le driver pour parler Windows Samba, le driver pour ça, tout ça c'est dans le kernel, parce qu'on passe moins de temps à switcher de contexte, à passer du mode protégé du kernel en mode non protégé des utilisateurs, et donc tout peut se faire dans le kernel, donc c'est plus performant. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des trucs comme ça, un KSMBD, ce truc qui implémente Samba, qui tourne avec les privilèges du kernel dans le kernel, et donc on augmente la surface d'attaque, on augmente les risques, on augmente la surface d'exposition au kernel, et toute faille kernel est critique parce que le kernel tourne avec les privilèges les plus élevés, il a accès à tout le matériel, etc. Et donc ça fait des failles très très méchantes, et je me disais tiens, peut-être que Tannenbaum avait raison, on aurait dû faire un micro-kernel avec des drivers userland qui tournent autour. Je crois que le débat n'est pas fermé dans la communauté. Il y a un mail, je l'ai pas recherché, j'aurais dû, un échange email entre Tannenbaum et Torvald, très célèbre. Il était facile à retrouver et archivé. Oui. Chacun expose, en gentleman qui sont, leurs arguments pour et contre. Aujourd'hui, Linux est encore un macro-kernel. Vous tapez Andrew, c'est son prénom, Tannenbaum, dans Google, et Linus Torvald, et vous tomberez sur des articles. C'est ce monsieur-ci, monsieur Tannenbaum. Voilà. Et monsieur, visage moins connu que celui de Linus Torvald que voici. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, c'est des fois, là aussi, il peut y avoir des failles, j'ai envie de dire. David, pour rajouter un petit truc, il y a une échelle de sévérité des failles qui s'appelle le CVSS, donc le Common Vulnerability Scoring System, et cette faille de sécurité du kernel Linux 5.15 a un score de 10 sur une échelle de 0 à 10. Donc c'est quand même quelque chose d'assez majeur. D'accord. Ils l'ont rabaissé à 9.6 après, mais enfin ça change pas grand-chose ce que tu dis. 9.6. mais oui, elle a été publiée d'abord avec une sévérité de 10. En fait, elle a été ramenée à 9.6 parce que il y a une petite raison technique, c'est que si un attaquant arrive à injecter du code et faire exécuter le code, il ne tournera pas en route, il va tourner avec le privilège de l'utilisateur qui est connecté à Samba. Donc si moi, Sébastien, je me connecte comme Sébastien au file system partagé, et que j'arrive à abuser le système, mon code que j'injecte tournera avec mes droits et pas avec les droits root. C'est la raison pour laquelle ils ont diminué de 10 à 9.6. Mais à 9.6, ça reste énorme, quoi. Enfin, oui, moi, je suis tout le temps en route, donc... Ça marche. Oui, c'est ça. Ça règle tous les problèmes. Ça, voilà. C'est avec cette news-là qu'on termine l'année, les amis. L'année 2022, cet épisode 382 aura un bonus, mais que vous découvrirez
l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Si ce n'est déjà fait, ça dépend un petit peu quand vous écoutez le bonus et l'épisode, ou l'épisode et le bonus. Certains font les deux et attendent que les deux soient apparus pour les écouter les uns derrière les autres. Si vous faites exactement ce que vous voulez, c'est votre podcast quelque part. Par contre, vous le partagez avec vos amis, votre famille, les gens que vous aimez bien, pour dire écoutez, moi j'écoute un chouette podcast, ou je regarde une chaîne YouTube, parce que c'est également notre cas, sympathique comme tout, avec des gens qui parlent de trucs qui m'intéressent, ça intéresse mes potes également, donc je partage. N'hésitez pas à le faire aussi en 2023. Nous, ça nous fait connaître, on ne gagne rien, on ne gagne pas de sous avec ça ou quoi que ce soit. On aime juste bien avoir une communauté qui s'élargit, et ça nous permet aussi d'échanger avec des gens sympathiques et qui apportent aussi leur petite pierre à l'édifice en nous nourrissant de quelques news qu'ils trouvent ça et là, et ça ils le font très bien. C'est peut-être votre cas d'ailleurs via les réseaux sociaux comme Twitter, mais également aujourd'hui Mastodon ou Facebook ou etc. Je vous souhaite donc une bonne année déjà par avance à tous les deux, Sébastien, David, et à vous tous qui nous écoutez. Et comme également, il est de coutume, on va dire, on va découvrir une petite citation, si vous voulez bien, que voici et que voilà. La technologie, c'est comme le poisson, plus ça reste en rayon, moins c'est appétissant. Et c'est signé Andrew Heller, qui était un des cadres de chez IBM, si ma mémoire est bonne. Et c'est tout à fait vrai. Hein. Là, c'est les vieux brols, ça donne pas envie. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle de nouvelles technologies. Et de temps en temps, ça c'est les séquences vieux cons, vous le savez, on parle d'anciennes technologies, mais qui ont bien maturé, c'est comme le bon vin, quoi. Tu vois, c'est pas les vieilles horreurs. Merci à tous les deux. On se dit à très très bientôt, évidemment. Et puis, on vous souhaite, comme je le dis, une bonne année, et puis une bonne semaine dans l'immédiat également. À très bientôt. Salut.